Économie Le Max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, la nouvelle donne entre Washington et l'Amérique latine. Barack Obama l'a entériné ce week-end. Face à face historique entre le chef de la Maison-Blanche et son homologue cubain. Mais quelle place pour les enjeux économiques à l'heure où tout semble encore opposer les modèles de ces pays? On revient dans un instant sur le sommet des Amériques. Et puis retour également sur ce nouveau succès à l'export pour le Rafale. L'Inde passe commande, 36 avions de combat. C'est un contrat sans précédent. Après l'Égypte il y a 2 mois, est-ce le signe d'un triomphe commercial en marche? Laurence Daziano nous répondra. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. On débute par un tour du monde de l'actu éco. Ces images d'abord du Brésil, impressionnantes. 600 000 personnes sont descendues dans les rues hier à travers tout le pays, comme ici vous le voyez à Sao Paulo. Indignés par le scandale de corruption de Petrobras, ils réclament le départ tout simplement de Dilma Rousseff. À 13% seulement de bonnes intentions dans les sondages, la présidente voit aussi s'accumuler les difficultés économiques, et notamment l'inflation, le chômage et la menace d'une récession. Le Parti des travailleurs est responsable à 90% de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que ça fait 12 ans qu'ils sont au pouvoir et ils n'ont rien fait à part voler, voler et encore voler. Ils ont même détruit la plus grande entreprise du pays, Petrobras. Ils sont en train de détruire notre pays. La suite de la tournée européenne de Narendra Modi. Et après la France, on en parlera tout à l'heure, opération séduction du côté de l'Allemagne. Aucun pays au monde n'a fait autant pour ouvrir l'Inde au monde occidental, a notamment déclaré le Premier ministre indien. Il a inauguré hier, vous le voyez, la foire de Hanovre, le plus grand salon industriel au monde, en compagnie d'Angela Merkel. Un symbole, un lion en hologramme, Made in India, vous le voyez, censé incarner le virage réformateur entrepris par New Delhi. Nous sommes en train de créer un environnement économique stable qui inspire la confiance dans le pays comme à l'étranger. Et pour cela, nous nous imposons une forte discipline budgétaire. Je sais combien la chancelière Merkel appréciera ce point. Avec 16 milliards d'euros, l'Allemagne est le plus important partenaire commercial de l'Inde dans l'Union européenne. Bien sûr, nous voulons continuer sur cette voie. Et je suis consciente que nous aurons de la concurrence car le Premier ministre arrive directement de France. Mais la concurrence est bonne pour les affaires. Et en parlant d'affaires, celle de la Chine ne s'arrange pas à l'export. Moins 15% pour les exportations en mars sur un an à 145 milliards de dollars. C'est une surprise. Net recul notamment des livraisons vers l'Europe et les États-Unis, les 2 principaux partenaires commerciaux. Et contraste évident après le bond de quasiment 50% constaté en février. Pékin subit la concurrence des pays d'Asie du Sud-Est, la main-d'œuvre encore moins chère. Et en parallèle, les importations se sont à nouveau contractées elles aussi le mois dernier de près de 13%. Confirmation en tout cas, le commerce extérieur, moteur de croissance, est en phase d'essoufflement. En bref, toujours concernant l'Asie, on parle aussi des prévisions de la Banque mondiale. Révision à la baisse pour la croissance de l'Est asiatique, dont la Chine, plus 6,7% en 2015 et en 2016, contre 6,9 et 6,8 annoncés il y a 6 mois. Alors parmi les risques évoqués par l'institution, la hausse du dollar et celle attendue des taux d'intérêt aux États-Unis. Et puis des images des célébrations de Pâques dans un pays en difficulté, la Grèce. Et cette année, c'est le ministère de la Défense qui organisait une fête de solidarité dans un parc à Athènes. Ça se passait hier. 2000 repas servis aux victimes de la crise économique. Le temps d'oublier les politiques d'austérité. Je souhaite qu'il fasse encore plus, mais c'est très bon et très bien organisé. Concernant le pays, il faut trouver le cap, car jusqu'à présent, nous sommes dans l'instabilité. Les politiciens doivent se concentrer sur le chômage, qui est le problème le plus important. L'Amérique à l'aube d'une ère nouvelle. On parle de l'ensemble du continent nord, centre et sud qui se réunissaient, du moins ses leaders, durant le week-end à Panama. Première participation de Cuba et rencontre évidemment historique entre Raúl Castro et Barack Obama. Quand l'embargo sera-t-il levé? Pas de réponse encore, mais le rapprochement est évident, même si côté modèles économiques, il faudra faire le grand écart. Alors est-ce un tournant pour le continent? D'abord les faits avec Anthony Lesme. De nombreux dirigeants européens se sont déplacés au sommet des Amériques à Panama City. Un rendez-vous avec l'histoire puisque Cuba y assistait pour la première fois. La poignée de main entre Raúl Castro et le président américain Barack Obama a été l'un des moments forts du week-end. Si d'un point de vue politique les relations s'apaisent, les clivages économiques et idéologiques sont toujours présents.
Dans les années 80, les Américains ont pris le virage de l'ultralibéralisme, alors que des pays comme le Venezuela, Cuba et la Bolivie ont maintenu des modèles étatiques largement inspirés des théories marxistes. Barack Obama n'a pas fait l'impasse sur ces différences, tout en les relativisant. On avait l'habitude de classer les pays par modèle, soit celui du gouvernement étatique, soit celui du libre marché. Et tout était très idéologique dans cette région, surtout lorsqu'on discutait du développement économique. Des différences et des conflits qui se gomment avec le temps, selon Barack Obama. Preuve à l'appui, sa rencontre avec Dilma Rousseff. La présidente du Brésil avait annulé sa visite à Washington fin 2013 après avoir découvert l'espionnage de ses communications par la NSA. Les difficultés économiques et politiques du Brésil ont certainement convaincu Rousseff d'enterrer la hache de guerre. De même que pour les États-Unis, il était important de pacifier les relations avec son premier partenaire économique d'Amérique du Sud. Je crois que l'intégration régionale de nos économies fonctionne comme un facteur qui repousse nos frontières, qui développe nos possibilités et nos économies. C'est pour atteindre ces objectifs que le Brésil a investi massivement ces dernières années dans l'intégration de l'infrastructure régionale. Aux abords du sommet, 3000 personnes de toutes les Amériques s'étaient réunies pour un sommet des peuples. Double objectif, attirer l'attention sur les inégalités économiques dont souffre toujours cruellement le continent et renforcer le développement d'une politique environnementale encore et toujours insuffisante. Voilà, beaucoup de défis pour le continent. On va revenir sur les enjeux stratégiques de ce sommet avec un expert de l'Amérique latine, Carlos Queinan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment enseignant, chercheur et vice-président de l'Institut des Amériques, Université Paris 3. D'abord, est-ce que les États-Unis sortent renforcés de ce sommet au niveau de leur influence en Amérique latine? On sait par exemple que l'un des buts de Washington, c'était de contrer justement l'influence du Venezuela et de son pétrole. Je pense que, ayant été d'ailleurs au Panama ces jours-ci, et voyant l'ambiance générale, ce ne serait peut-être pas exact de dire qu'ils sortent renforcés en termes d'influence, ils sortent renforcés en termes de capacité de dialogue en tant qu'interlocuteur de l'Amérique latine, et ça ouvre des perspectives justement pour rétablir une plus grande influence sur différents plans. Ouais. Mais ça reste à faire, et c'est un processus qui à peine commence. Il est clair que d'un point de vue partiel, par exemple, la tournée préalable, disons, les visites préalables dans les pays de la Caraïbe du président Obama cherchent à rétablir des liens de coopération, par exemple, sur le plan énergétique. Et ça peut redonner de l'influence. Justement, quelques mots aussi sur le projet de zone de libre-échange des Amériques, une trentaine de pays. Est-ce que ça reste une ambition réaliste et peut-être plus que jamais aussi, après ce sommet, justement ? Oh, je pense que ce n'est pas forcément la question principale actuellement. Ce projet-là, effectivement, a été enterré en 2005. Après, il y a eu des accords en termes de géométrie variable avec les États-Unis, avec certains pays de la région latino-américaine, notamment avec l'Amérique centrale. Je pense que la coopération va passer plus sur des questions liées à la problématique de l'environnement, des problèmes énergétiques, et pas forcément par la thématique des accords de libre-échange. Merci beaucoup, Carlos Queinan, pour ces explications. Allez, second dossier, l'Égypte aura donc eu le rôle du détonateur pour le Rafale. Après Le Caire en février, l'Inde a donc commandé ce week-end 36 exemplaires du Fleuron de l'avionneur Dassault. Un contrat autour de 5 milliards d'euros pour des appareils qui seront intégralement assemblés en France, à Mérignac. Depuis vendredi, c'est toute une filière qui a retrouvé le sourire. Johanna Citruc. C'était sa première visite officielle à Paris. Le déplacement du Premier ministre indien Narendra Modi s'est soldé par un accord sans précédent. La vente de 36 avions de combat Rafale, c'est le deuxième contrat que le constructeur français Dassault décroche depuis le début de l'année. La France a toujours pris en compte nos demandes, y compris nos critiques. Et c'est pourquoi j'ai demandé, une fois encore au président, de nous fournir 36 Rafales clés en main, et ce dans un avenir proche. Les termes et conditions doivent maintenant être négociés et nos services vont discuter de ces questions en profondeur afin de faire avancer les négociations. En discussion depuis 2012, le contrat initial portait pourtant sur la vente de 126 avions, dont 108 assemblés directement en Inde. Le tout pour quelques 12 milliards d'euros. Mais entre des coûts de fabrication élevés et des composants indiens non maîtrisés par Dassault, la mise en œuvre de ce contrat s'est révélée plus complexe que prévu. Les 36 Rafales seront donc construits en France, une entorse à la politique industrielle de Narendra Modi qui promeut le Make in India grâce à une campagne lancée à l'automne dernier.
Mais pas de quoi désespérer le Premier ministre indien qui a signé bien d'autres accords, notamment dans le domaine des transports, de l'énergie ou encore de l'aérospatiale. Monsieur le Premier ministre, je suis très sensible aux annonces que vous avez pu faire cet après-midi ici à Paris, en matière d'énergie, d'espace, de développement durable et de défense. Et notamment votre volonté d'acheter 36 Rafales dans les meilleurs délais et de faire évoluer le contrat qui avait été passé. Et le ministre de la Défense se rendra le plus rapidement possible en Inde. Avant de partir, Narendra Modi s'est offert une escale à Toulouse afin de visiter le Centre national d'études spatiales et les sites du géant européen Airbus. L'avionneur détient 70% de parts de marché en Inde, un marché en pleine expansion sur lequel la France entend jouer les premiers rôles. Voilà, alors Paris gagné pour le Rafale et la France, point d'interrogation. On en parle avec Laurence Daziano. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Paris. Vous êtes économiste, maître de conférence à Sciences Po Paris et membre du conseil scientifique de Fondapol. Et vous avez publié cet ouvrage qu'on va voir, Les pays émergents, approche géoéconomique, paru l'an dernier chez Armand Collin. Alors sans que ce soit le contrat du siècle, ça commence tout de même à devenir sérieux pour le Rafale après des années d'échecs à l'export. Le plus dur finalement, c'était peut-être la première commande et maintenant la machine est lancée. Alors d'abord, c'est un succès du ministre de la Défense. Et puis, comme pour l'Égypte, ce sont les militaires indiens qui ont poussé à l'achat du Rafale. Parce que comme pour l'Égypte, l'Inde se trouve dans une situation géostratégique compliquée. Il y a des conflits à ses frontières. Et donc l'armée voit sa capacité de flotte vieillir et elle devait remplacer rapidement cette flotte par un avion qui est opérationnel, qui a fait ses preuves sur le terrain. C'est exactement le même cas que l'Égypte. Et de ce fait, le Rafale qui a eu, c'est vrai, des années difficiles et qu'on n'arrivait pas à exporter, arrive aujourd'hui à un moment et à une époque où c'est un avion qui arrive dans son temps. On a besoin de lui, on a besoin de cet avion parce que maintenant il y a des conflits, ce qu'on n'avait plus ces 20 dernières années. Ouais, donc des preuves sur le terrain. D'après vous, cet accord avec l'Inde, est-ce qu'il préfigure finalement un autre contrat, et cette fois de grande ampleur, incluant des transferts de technologie, on le sait, et quels seraient les enjeux d'un tel contrat ? Alors, c'est le contrat qui a été signé, en fait, ça part d'un contrat qui était optionnel, qui venait en plus du méga contrat des 126 Rafales. D'abord, ce contrat de 36 Rafales est un contrat qui est aussi une victoire industrielle, puisque les 36 sont achetés sur étagère, donc seront produits en France. Alors que sur le méga contrat de 126 appareils, il n'y en a que 18 qui devraient être construits en France et 108 effectivement qui seront construits en Inde. Alors cette construction en Inde, elle se fait avec le partenaire indien qui est HAL, Hindustan Aeronautic Limited. C'est une coopération industrielle où il y aura des transferts de technologie importants, mais pour l'instant il manque en Inde la chaîne de fournisseurs qui est nécessaire et qui fait que le coût de cette super commande a explosé. Donc pour l'instant, je pense qu'il est important de sécuriser la vente de ces 36 Rafales et puis on verra ensuite si on peut en vendre plus avec une coopération industrielle plus développée avec l'Inde. Et en deux mots, pour l'ensemble de l'économie française et même pour le prestige de la France, son ingénierie, ces 2 derniers mois, c'est quand même un grand pas en avant ? Oui, indubitablement, c'est un grand pas en avant et encore une fois, on y est pour quelque chose parce qu'on a le meilleur avion, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien parce que la situation géopolitique de l'Inde devient compliquée, les relations avec le Pakistan sont pas très bonnes, la Chine a des ambitions en Afghanistan, la Chine et l'Inde ont également des disputes frontalières, donc la situation est tendue pour l'Inde et c'est pour ça qu'ils ont besoin de cet avion. Merci beaucoup Laurence Daziano pour ces éclairages et prochaine cible donc peut-être pour le Rafale, les Émirats Arabes Unis à suivre en attendant le Media Watch. Et la grande distribution à la une aujourd'hui de la revue de presse Écho avec la bataille en France entre les grandes enseignes. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Bataille des prix qui fait des gagnants quand même. Oui, effectivement, que ce soit Carrefour, Leclerc, Auchan ou les autres, toutes ces enseignes de la grande distribution ont le même objectif, attirer le plus de consommateurs possible. Et pour y parvenir, elles ont une arme massive, les prix. Elles baissent leurs prix pour attirer toujours plus de clients. Et finalement, le grand gagnant dans cette histoire, c'est le client lui-même. Selon une étude relayée par les Échos, en 2014, cette guerre des prix aurait fait gagner environ 1 milliard d'euros
€ aux Français sur l'ensemble des produits de consommation. La déflation s'élève à 1,3% avec tout de même certaines disparités, notamment une chute des prix de près de 7% pour le pain de mie par exemple et seulement 0,4% pour la viande et la charcuterie. Autre information intéressante dans cet article, David, les Français ne sont pas servis de ce surplus d'argent pour épargner, pour mettre de côté, mais pour consommer plus et surtout consommer mieux, plus de qualité. Voilà, la consommation au service de la relance. Et puis Johanna, vous nous emmenez en Australie. Là-bas, le Premier ministre fait tout pour forcer les parents à faire vacciner leurs enfants. Oui, aujourd'hui en Australie, quelques 39 000 enfants de moins de 7 ans ne sont pas vaccinés, alors qu'en 2005, il n'y en avait que 15 000. Ces 10 dernières années, le nombre de jeunes non immunisés a donc plus que doublé. Et c'est ce constat qui a poussé donc Tony Abbott, le Premier ministre australien, à prendre une mesure, à priver d'allocations familiales les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants, des allocations qui peuvent s'élever jusqu'à 15 000 $ australiens, donc près de 11 000 € par an et par enfant. La mesure doit maintenant encore être adoptée par le Parlement. Ouais, méthode radicale. Merci Johanna et à demain. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.